tous les yeux sont désormais braqués sur la nouvelle constitution qui va très prochainement atterrir en Guinée ou bien qui sera rédigée en Guinée. Et vous, vous êtes à la tête d'un collectif, vous avez essayé de faire des propositions allant dans ce sens. Parlez-nous de ces propositions. Effectivement, M. Diallo, vous avez raison, nous sommes arrivés à cette phase de la transition où le débat autour de la réforme constitutionnelle est supposé commencer. Premièrement, il faut rappeler que nous avons un Conseil national de transition qui rassemble l'ensemble des couches sociopolitiques de notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons observé à ce niveau aussi la démarche. Nous avons vu que le président du CNT est un homme ouvert à toutes les propositions. Il a pris l'initiative d'amener des missions à l'intérieur du pays pour écouter l'ensemble des couches de notre société afin de savoir quelles sont leurs attentes par rapport à cette réforme constitutionnelle. Et récemment, il a même effectué le déplacement pour rencontrer des étudiants dans les universités et dans les instituts pour prendre leur avis par rapport à cette réforme constitutionnelle. Donc ça nous a inspiré et ça nous a encouragé, nous autres, moi en tant que président de la Ligue des démocrates réformistes de Guinée, et tous ceux qui me suivent et me font confiance, à mettre à jour un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. C'est le projet Nouvelle République. C'est ce projet d'une nouvelle constitution qui répond exactement aux attentes de notre société. C'est quoi cette constitution qui répond aux attentes de notre société? Pour parler justement de cette constitution, il faut comprendre ce projet de constitution, ce n'est pas des idées qui sont sorties de nulle part. Nous ne nous sommes pas dit un bon matin, oui, il faut rajouter ça dans la constitution, il faut sortir ça de la constitution. Ils viennent d'abord d'un travail de recherche intellectuelle et scientifique. La question que nous nous sommes posée au départ, c'est de dire, est-ce que la démocratie vraiment est un système qui est fait pour des sociétés africaines comme la nôtre, qui sont caractérisées par une formidable diversité ethnique? Est-ce que la démocratie peut fonctionner? Parce que par le passé, le pays était bloqué. Nous connaissons l'instabilité permanente. Donc, c'est sur cette base que nous avons lancé des travaux de recherche. Nous avons regardé autour du monde ce qui se fait le mieux et nous avons trouvé le modèle démocratique qui correspond à des systèmes, à des sociétés comme les nôtres. Quel est ce modèle? Ce modèle, sur le plan scientifique, s'appelle le modèle consociatif. Alors, l'appellation scientifique est un peu compliquée, mais entre nous, c'est un modèle de partage du pouvoir. Et vous conviendrez avec moi, monsieur... Partage de pouvoir, essayez d'expliquer là. C'est ce que je vais expliquer. Avec le système que nous avions, quiconque gagne le pouvoir a gagné tout le pouvoir. Et quiconque perd le pouvoir n'a plus rien et n'est plus rien. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des élections, les gens se battent à mort pour avoir le pouvoir. Donc, pour mettre fin à cela, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place un système de partage de pouvoir que je vais vous expliquer. Le système de partage de pouvoir veut dire que quiconque gagne le pouvoir, a gagné le pouvoir de gouverner et de mettre en œuvre ses politiques publiques. Mais il n'a pas gagné tout le pouvoir. Il faut qu'il partage le pouvoir. Un premier exemple de partage de pouvoir. Partager le pouvoir avec qui? Par exemple, j'en viens. Supposons qu'il y a des élections législatives aujourd'hui et qu'il y a 3 grands partis qui sont représentés au Parlement. Le parti majoritaire aux élections législatives va former le gouvernement. Le Premier ministre va être issu du parti majoritaire au Parlement et il va constituer au moins 60% des sièges au sein du gouvernement qui proviennent du parti majoritaire au Parlement. Mais les 40% des sièges doivent constitutionnellement provenir des partis minoritaires au Parlement. Donc nous aurons en quelque sorte un gouvernement de grande coalition qui nous permettra, après les élections, de travailler sur les résultats à obtenir avant les prochaines élections pour chaque parti politique au sein du même gouvernement. Le président de la République, en ce moment-là, jouera le rôle d'arbitre. Naturellement, sa politique publique va être mise en œuvre en collaboration avec le gouvernement qui est en place. Donc, voilà un premier exemple de partage du pouvoir qui peut faire en sorte que, après les élections, au lieu de chercher à empêcher ceux qui sont au pouvoir de travailler, tous les partis politiques seront au travail pour obtenir des résultats d'ici les prochaines élections, parce que c'est sur la base de ces résultats que les populations vont renouveler les confiances aux différents partis politiques. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis toujours en Guinée, nous avons eu une seule chambre de l'Assemblée nationale, et c'est normal, c'est bien. Et cette chambre, nous n'allons pas toucher à elle. Mais on doit normalement rajouter une deuxième chambre au sein de notre Assemblée nationale, qui peut être un Sénat ou un Conseil de sages. Pourquoi rajouter cette deuxième chambre? Justement, c'est pour équilibrer un peu la représentativité au sein des instances de législation, de rédaction des lois de notre pays. Juste pour vous donner un exemple.
démographiquement, et ça c'est quelque chose qui change, de décennie en décennie, il se peut qu'une certaine communauté de notre pays augmente en démographie, une autre baisse. Donc s'il se trouve que, et je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, s'il se trouve qu'on vote selon son appartenance ethnique, ça veut dire qu'il y a des populations qui seront toujours démographiquement sous-représentées dans nos institutions. Je ne suis pas favorable à cela et je trouve que cela pénalise certaines couches de notre population qui ont le mérite d'être des Guinéens et qui ont droit de participer à toutes les instances de décision. Donc, cette seconde chambre, on va pouvoir représenter les 4 régions naturelles ou les 8 régions administratives de façon équitable. C'est-à-dire qu'il va y avoir les élections législatives, le Parlement sera proportionnel, comme le Parlement qu'on connaît chez nous, mais la deuxième chambre au sein du Parlement va représenter chaque région de notre pays de façon proportionnelle. Chaque région va amener le même nombre de représentants à cette deuxième chambre. Et cette deuxième chambre doit prendre part à tous les votes concernant certains projets de loi qui concernent les intérêts nationaux les plus importants de notre pays. Donc si je comprends bien, c'est un peu à l'image des coordinations régionales qu'on a déjà. Les 4 régions ont toutes un représentant. Exactement. Donc on peut dire tout un représentant, mais on peut dire encore toutes 15 représentants. Donc on va avoir 60 représentants au sein de la deuxième chambre du Parlement, en plus... Qui viendront des partis politiques ou de la société civile ou bien... Du président de la République. Le président de la République, naturellement, va nommer environ 5 membres additionnels pour compléter cette chambre. Le président du Parlement va nommer 2 membres additionnels pour compléter. Et puis, pourquoi pas, le Conseil des femmes ou des jeunes de notre pays va nommer un membre pour compléter. Donc, en tout cas, vous avez compris. Est-ce que s'ils sont nommés, est-ce qu'ils ont la liberté de faire le travail du peuple? Pourquoi ne pas passer par des élections au niveau de la base pour qu'ils soient à la tête? C'est une très bonne idée et voilà pourquoi l'importance de ce débat que nous devons avoir maintenant. C'est pour que chaque citoyen puisse donner ses idées et puisse s'approprier ces institutions. Votre proposition me convient totalement. Les élections peuvent se faire au niveau des institutions fêtières. Si c'est des organisations de femmes, les organisations de femmes peuvent élire la femme qui va notamment les représenter. Donc, cette deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale va faire en sorte que toutes les composantes de notre nation, lorsqu'il est question de voter certaines lois d'intérêt national, sachent qu'ils participent au même pied d'égalité que n'importe quel citoyen de notre pays ou que n'importe quelle obédience socio-économique ou politique de notre pays. Ça aussi, c'est du partage du pouvoir et ça contribue à abaisser les tensions. Et ça, c'est juste quelques exemples. On peut aller même au niveau des gouverneurs des régions. Actuellement, les gouverneurs des régions sont nommés par le président de la République. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite changer cela, mais nous pouvons travailler dans une optique au cours des 10 prochaines années, qu'on arrive à une situation où les gouverneurs sont élus par les régions respectives auxquelles elles appartiennent et que le pouvoir central délègue un certain nombre de responsabilités aux gouverneurs de région. À ce moment-là, vous conviendrez avec moi que la région de Zéro-Corée, quel que soit le président de la République qui sera élu en Guinée, mais la région de Zéro-Corée au moins peut se consoler de l'idée que c'est elle qui élit son gouverneur parce que c'est la région de Zéro-Corée qui va voter pour le gouverneur de Zéro-Corée. Donc, ainsi de suite, Kankan, Labé, Mamou, Kindia, etc. Ainsi de suite, tout ça, ça peut absorber la question ethnique jusqu'à ce qu'on va arriver à une situation où la question ethnique ne sera plus une question politique dans notre pays. Ou au contraire, les populations veulent parler de développement et de développement économique en général. On va passer à un autre point. Souvent, quand il y a une constitution, là où il y a le verrou, c'est là-bas souvent il y a problème. On vient faire 1-2 mandats, on tente de changer. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre là-bas pour empêcher les tripatouillages de la Constitution? C'est une très bonne question que vous avez posée, M. Diallo. Je vais donc inviter vos internautes à faire un peu d'histoire. Si vous vous rappelez bien, durant la transition de 2008 à 2010, la manière dont la Constitution a été rédigée, c'est une manière très particulière. Premièrement, les membres du CNT de l'époque ont été désignés de façon un peu opaque. Je ne suis pas en train de remettre ici en cause la compétence ni la probité morale des membres du CNT de 2010, mais il faut quand même reconnaître les faits. Ces membres ont été choisis de façon un peu opaque. La Constitution a été rédigée sans qu'aucun citoyen guinéen ne sache qu'est-ce qui est dans cette Constitution. Comprenez? Et ça, c'est une faute très grave. Parce que la Constitution, c'est la loi suprême dans un pays. C'est la loi fondamentale dans un pays. Et le peuple est le seul souverain dans un pays. Donc si on rédige sa constitution en dehors de lui, naturellement, la population ne se sentira pas concernée par la loi suprême de son pays. Ça, c'est la deuxième faute. La troisième faute, rappelez-vous très bien, la constitution de 2010 a été décrétée.
Ce n'est pas faisable. Ce n'est faisable nulle part au monde. Je rappelle qu'au même moment, en 2010, un pays comme le Niger était en transition. Mais la société politique au Niger a eu une intelligence beaucoup plus affinée que celle que nous avions en Guinée. En Niger, ils ont rédigé une nouvelle constitution. Ils l'ont fait approuver par référendum avant d'aller aux élections. Et vous voyez-vous au Niger ce qui s'est passé. Nous avons connu le respect par le président Issoufou des termes de la constitution, parce que c'est une constitution légitime, alors qu'en Guinée, le président Alpha Condé a raison. Je veux dire, il avait raison que la constitution de 2010 n'était pas légitime. Donc lui, qui est élu du peuple, il est suffisamment légitime pour proposer une nouvelle constitution à faire approuver par référendum. Naturellement, ça a créé les problèmes que nous connaissons. Votre question, c'était de savoir, est-ce qu'à présent, on peut arriver à une situation où on ne peut plus tripatouiller la Constitution? Premièrement, vous remarquerez que cette fois-ci, contrairement à 2010, les membres du CNT ont été désignés selon une méthode et des critères très transparents qui ont été mis à la disposition de l'ensemble des populations guinéennes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, contrairement à 2010, nous avons une méthode participative dans la rédaction de la Constitution. Et troisièmement, le colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel Mamadi Doumbouya en fait un point d'honneur. Il dit que cette fois-ci, la Constitution va être approuvée par référendum populaire. Alors, vous m'avez demandé comment faire. Je suis en train de vous dire, cette fois-ci, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD en font un point d'honneur. Nous allons voter le référendum. Si la Constitution est approuvée par le peuple, nous allons d'abord meubler les institutions avant d'aller aux élections. Ce que cela va faire, c'est que lorsqu'il y aura les élections présidentielles et qu'un nouveau président de la République va être élu dans notre pays, il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Il va trouver des institutions légitimes qui sont là et il ne peut pas de toute façon balayer toutes ces institutions. Ça reviendra à un coup d'État institutionnel et constitutionnel. En ce moment-là, entre citoyens guinéens, non seulement nous pourrons défendre notre constitution, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance aussi à l'armée guinéenne. C'est une armée républicaine, c'est une armée qui cherche à se rattacher, notamment les forces spéciales. Il faut les faire confiance, il faut qu'on crée un lien de confiance avec nos forces spéciales et l'armée guinéenne. Tous ensemble, nous voulons la démocratie dans notre pays. Donc on va se rassurer qu'à l'avenir, après cette transition, que ce soit la dernière et que n'importe quel chef d'État qui sera élu gouverne selon la constitution de notre République. Est-ce que c'est la durée de la transition ou c'est cette constitution qui sera rédigée par le CNT qui va faire de telle sorte que ce soit la dernière transition en Guinée? C'est la démarche. Donc l'idée que, premièrement, on a des conseillers nationaux qui sont connus des citoyens, qui sont respectés des citoyens. Deuxièmement, nous avons une constitution qui prend en compte l'avis de l'ensemble de notre nation, des jeunes, des vieux, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Troisièmement, que la constitution soit approuvée par référendum. Donc le peuple adhère à la constitution, la loi suprême de notre nation. Troisièmement, que les nouvelles institutions de cette constitution soient meublées durant la transition. Donc les personnes, les acteurs qui seront mis dans ces nouvelles institutions, ce sont des acteurs en quelque sorte légitimes de la transition et que lorsque, au bout de cette période de transition, on a un président de la République, le président de la République sera élu pour gouverner et mettre en œuvre sa politique publique avec les institutions qui sont en place. Le président de la République aura le droit, naturellement, de gouverner le pays. Il aura suffisamment de pouvoir pour nommer les cadres qu'il estime être en faveur de ses idées, mais il n'aura pas le pouvoir d'abuser de son pouvoir. Et on va terminer par cette question. Est-ce qu'il faudrait faire une constitution à l'image de la Guinée, à l'image des réalités de la Guinée, ou il faut s'en inspirer des autres constitutions comme on l'a toujours fait en Guinée? C'est une très bonne question et vous avez raison. On a toujours calqué ailleurs pour venir coller ici en Guinée des constitutions. Et nous avons vu ce que nous avons. En Guinée, la constitution est d'un côté et de l'autre côté, le dialogue politique permanent. Les 10 dernières années, c'est ce que nous avons connu dans notre pays. Donc cette fois-ci, c'est de dire tout simplement, devenons républicains. Dotons-nous d'une constitution qui reflète les réalités sociologiques de notre pays. Le projet Nouvelle République que justement je souhaite partager avec l'ensemble de nos concitoyens et les hautes autorités de la transition, c'est un projet de ce genre. C'est un projet qui s'approprie des réalités sociologiques et sociales de notre pays afin de définir des institutions qui fassent en sorte que toutes les contradictions possibles puissent
entre autres, s'exprimer au sein des institutions existantes dans notre pays, sans arriver à une situation comme celle que nous avons connue par le passé, l'instabilité permanente, ainsi de suite. Ça n'aide pas un pays, ça n'aide pas au développement, et nous voyons les conséquences de cette instabilité politique actuellement. Est-ce qu'il faudrait nommer le président de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle, l'élection du président de l'Assemblée nationale, l'élection du président de la République? Est-ce que ce rapport-là va favoriser l'émergence ou bien la continuité d'une constitution qu'on a déjà réalisée dans la transition? Le président de la République doit être élu. La Guinée, traditionnellement, culturellement, c'est un pays qui est dirigé par des hommes et des femmes qui ont une vision. C'est la rencontre entre l'homme, la femme et la nation. Donc c'est important que le président de la République soit élu. Le président de la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour suprême, et ça c'est un point très important, effectivement ce que nous proposons, c'est qu'il soit nommé par le magistrat suprême de notre pays. Le magistrat suprême, c'est le président de la République. Il soit nommé, mais par contre, pour qu'il soit nommé, il faudrait que, nous parlions tout à l'heure de la deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale. L'un des rôles de la deuxième chambre de l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte que les acteurs que le président de la République veut nommer à des postes stratégiques, que ces acteurs passent par la deuxième chambre de l'Assemblée nationale afin que, de façon consensuelle, la deuxième chambre au sein de l'Assemblée nationale approuve les nominations. Ce que cela permet, c'est de nous éviter d'arriver à une situation où des acteurs qui sont extrémistes ou bien qui prônent des idées extrémistes se retrouvent aux plus hautes fonctions de notre pays. Les acteurs extrémistes existent dans tous les camps dans notre pays. Ils existent à gauche, ils existent à droite, ils existent au nord et ils existent au sud. Donc il faudrait qu'on évite une situation où effectivement des extrémistes se retrouvent aux plus hautes fonctions de notre pays.